Ok, alors on va commencer. Alors, le shiur d'aujourd'hui, il va porter sur. Voilà, je vous coupe les micros, mais si vous avez envie de parler, n'hésitez pas, hein, vous faites un signe, je vous remets les micros. Euh, Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez peu connu et qui pourtant a des répercussions très intéressantes dans la vie quotidienne. C'est le sujet de Hadash. Hadash, c'est une halakha qu'on connaît très peu. Et comme je suis par, par surtout responsable du service de cache-route au consistoire, donc c'est un domaine qu'on va dire qu'on a l'habitude de traiter de façon très pratique et on va essayer de développer ça. Alors, il y a une mitzvah dans la Torah qui s'appelle la mitzvah du Homer. Quand on a tous fait la Sfirat HaOmer, d'ailleurs, on reparlera de ça. Mais si on regarde dans le Sefer Vaikra, donc Lévitique 23, la Torah dit comme ça, à partir du verset 9-10, la Torah dit Daber al bnei Israël va marta alehem, tu parleras au peuple juif, tu leur diras Kitavo el haaretz, quand vous serez arrivés dans le pays que je vous accorde à présent, donc quand vous arrivez en Israël, et que vous serez sur le point de récolter la moisson. Alors, je vous le lis en français, c'est plus rapide. Avant tout, le deuxième jour de Pessah, apporter au Beth Amikdash, au tabernacle, par l'intermédiaire du tribunal, un homer. Un homer, c'est un dixième d'Epha, c'est à peu près, en quantité, c'est à peu près 2,5 litres d'orge. Et ça va être le début de la moisson qu'on apportera au Kohen. Et alors, Veinif à Kohen, Lifne Hashem. Et donc, à partir de là, le Kohen va faire une cérémonie, il va balancer ce homer devant l'Éternel. Et puis, à partir de là, et que le verset il dit dans le Pasuk Yud Dalen, donc verset 14, il dit vous ne mangerez ni pain ni rien qui soit fabriqué à partir de farine produit des épis grillés au four, ni des épis frais eux-mêmes, ni rien d'autre qui soit fabriqué à partir de fruits de la nouvelle récolte, jusqu'à ce jour, autrement dit, jusqu'à ce que vous ayez apporté l'offrande. Et ça, c'est une règle éternelle pour les générations, comme c'est écrit, Chukat Olam Edorotechem. Donc, on y a une mitzvah qui dit que on doit apporter le Homer, donc le lendemain de Pessah, du premier jour de Pessah, d'accord? Et donc c'est le Tetzaïn, donc d'accord? Donc le Tetzaïn, le 16 Nissan. Et donc, à partir de là, on avait la possibilité de manger de la nouvelle récolte. C'est-à-dire que jusqu'à ce qu'on apporte le Homer, on ne peut pas manger de la nouvelle récolte. Et à partir du moment où on apporte le Homer, donc cette offrande d'orge, 2,5 kg d'orge à peu près, on peut manger de la nouvelle récolte. Et en Chutz La'aretz, puisque en diaspora, on a du mal à savoir quand est-ce que c'est le premier ou le deuxième jour, enfin, à l'époque, on avait du mal. Donc, pendant les 2 premiers jours de Pessah, on ne peut pas manger de la nouvelle récolte jusqu'au 17 Nissan. OK? Donc, ça, c'est la règle. Ça, c'est la règle de Hadash. Ça, c'est la règle du Homer. Ça, c'est la règle de la mitzvah du Homer. Et à partir de là, comme tout le monde le sait, à partir de là, on commence tous à compter le Homer. On compte 49 jours jusqu'à Shavuot. OK? C'est ce qu'on appelle Sfirat HaOmer. La Sfirat HaOmer, ça veut dire qu'on commence à compter les 49 jours, non pas à partir du premier jour de Pessah, mais à partir du deuxième jour de Pessah, c'est-à-dire le deuxième jour, le jour où on apportait justement cette offrande de Homer. Et cette offrande de Homer, elle valide, elle cachérise, si vous voulez, la nouvelle récolte. Donc, c'est-à-dire que si vous avez une récolte et que cette récolte, elle est nouvelle, donc c'est une récolte, par exemple, vous avez du blé dans le champ,
Et d'ailleurs, c'est une mitzvah qui s'applique aux 5 céréales que nous connaissons tous, qui est donc le blé, l'orge, l'avoine, le seigle et l'épeautre. Et donc, par rapport à ces 5 céréales, si on en a qu'on vient de faire cette année, donc qui proviennent de la nouvelle récolte, alors ils deviennent cachers à la consommation à partir du 17 Nissan et interdits à la consommation avant. Le Sefer Achinour que nous connaissons, alors le cours il va se faire en 2 parties. D'abord, en 3 parties plutôt. D'abord, on va étudier les halachot du Homer. On va étudier donc le développement halachique. Et ensuite, on va voir son application concrète. Et ensuite, on va voir son côté philosophique. OK? Et peut-être la semaine prochaine, on étudiera autre chose. Alors, le Sefer Achinour, donc c'est un de ceux qui comptent les mitzvot et qui les détaille et qui les explique, il écrit comme ça que la raison pour laquelle la Torah elle nous interdit de manger de la nouvelle récolte avant le 17 Nissan, il dit Mishorche a mitzvah. Ça fait partie des. Donc, je vous donne la référence Minchat Chinour dans Sefer Achinour, mitzvah Shin Gimel, donc la mitzvah 303. Donc, ça fait partie des mitzvot de base. Pourquoi? Parce qu'il dit comme ça. Parce que l'essentiel de la vie d'une personne, c'est justement la tvoua, c'est la récolte. Une personne, elle se nourrit essentiellement de blé et de céréales. Et donc, c'est pour ça qu'une personne doit apporter en korban pour Dieu avant que lui-même il puisse en consommer. C'est-à-dire avant que je puisse moi-même profiter de quelque chose, il faut d'abord que je remercie Dieu. De la même façon que c'est écrit dans les Yerushalmi, mais qui est rapporté dans le Shulchan Aruch également, que Kol hanehene min haolam hazeh belo bracha ma'al, tout celui qui profite de ce monde sans faire une bénédiction, ma'al, c'est comme s'il avait consommé de quelque chose qui appartenait à l'Éternel. Donc, il faut d'abord faire une bracha, donc d'abord remercier Dieu, et ensuite pouvoir consommer. Et il dit, Vecholze, tout cela, c'est pour nous préparer, pour qu'on soit apte à recevoir des bienfaits de l'Éternel, comme c'est écrit dans ce livre. Comme donc, ça fait partie des principes de base de on va dire, de la morale de la Torah. Et il dit que le 16 Nissan, on a apporté un korban qui était fait, donc on a apporté une offrande qui a été faite de la nouvelle récolte d'orge. Donc cette nouvelle récolte, donc c'est-à-dire que ça consistait à couper de la nouvelle récolte de l'orge, pas du blé, de l'orge, et de l'amener au Beth Amikdash. Et à partir du moment où on l'a amené au Beth Amikdash, alors à ce moment-là, tout le monde est autorisé à consommer de toutes les récoltes, de tous les céréales disponibles. Voilà la base de ce que nous indique le Sefer Achinour. Dans le Shulchan Aruch, dans le Yoredea Siman Resh Tzadik Gimel, il y a tout un développement par rapport à cette mitzvah. C'est un siman qui a 5 seifim, 5 paragraphes. Et si vous voulez, je vais essayer de vous résumer en prenant la synthèse du Shulchan Aruch Admor HaZaken, tel qu'il est écrit dans le siman Taf Petet de Orach Chaim. Il a écrit comme ça. Alors, d'abord, la base. On va parler de la base. Le principe, il est que quand on plante du blé, ce blé va rester quelques mois. Enfin, on va planter des graines et il va falloir attendre quelques mois pour que ça devienne du blé. Le principe, il est donc que toute nouvelle récolte, tout nouveau blé présent, disponible, n'est autorisé à la consommation qu'à partir du moment où il y a la fête de Pessah, donc le deuxième jour de Pessah, l'a autorisé à la consommation. Alors évidemment, aujourd'hui, on n'a pas la possibilité d'apporter cette offrande au Beth Amikdash pour nous autoriser la consommation.
En revanche, le fait que la date du 16 Nissan soit passée fait en sorte que tout céréales disponible aujourd'hui à la consommation devient cachère. Devient cachère. La question qui va se poser, c'est comment est-ce qu'on définit une céréale prête à la consommation? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire un blé qui est déjà là? On va prendre du blé, par exemple. Qu'est-ce que c'est un grain de blé déjà là? Est-ce que c'est un grain de blé qui est mûr? Est-ce que c'est un grain de blé qui a commencé à pousser? Est-ce qu'on est en début de moisson, en fin? Comment est-ce que ça fonctionne? Alors, le Shulchan Aruch, quand on le regarde, je le prends, comme ça je vais vous donner le... Il est là, il est sur la table. Alors, le Shulchan Aruch, dans Siman Resh Tzadik Gimel, comme je vous ai dit, il dit comme ça, il dit, je vous lis le texte, c'est facile, c'est facile à lire et à traduire. Asur lechol chadash, il est interdit de manger de la nouvelle récolte, des 5 céréales, Hachi Krav HaOmer, jusqu'à ce qu'on apporte le Homer, le 16 Nissan. Vehaïdna, et aujourd'hui, Delika Homer, aujourd'hui il n'y a pas de Homer. Asur Kol Yom Tetzain, c'est interdit toute la journée du 16 Nissan. Ubechutz Laaretz, donc, et en diaspora on fait 2 jours, c'est tout le 16 et le 17, on va manger le 18. Et il dit comme ça. C'est voir une récolte chez Lo Ishrisha qui n'a pas encore eu de racines, qui n'a pas encore été enracinée. Kodem les Tetzain Nissan, avant le 16 Nissan. Asura, elle est interdite à la consommation. Ad Sheyavo HaOmer Haba, jusqu'à ce que le Homer suivant arrive. Donc, une récolte qui n'a pas encore été plantée avant le 17 Nissan, avant le 16 Nissan, alors, du coup, quand le Homer, la date du Homer arrive, qui, elle, va permettre la consommation de cette nouvelle récolte, eh bien, va servir à rien. Il va falloir attendre l'année prochaine. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on appelle une graine plantée? C'est quoi? C'est quoi la définition de la graine plantée? Alors, le char, on va regarder le char, mais bon, tout le monde est d'accord là-dessus, c'est Nishrash Kodem HaOmer. Qu'est-ce qu'on appelle être planté avant le Homer? Haïnu Gimel Yamim. 3 jours. D'accord? Donc, il amène une preuve, etc. Je ne vais pas m'allonger là-dessus parce que c'est pas, on va dire, ça n'a pas de voilà. Donc, ça veut dire 3 jours. Donc, c'est-à-dire que si j'ai planté du blé 3 jours avant Pessah, 3 jours avant le 16, bon, donc c'est 2 jours avant Pessah, j'ai planté du blé. Et à partir de ce moment-là, ce blé, même si il va pousser bien après Pessah, alors il sera quand même autorisé à la consommation parce que le jour du Homer est arrivé, alors qu'il était déjà planté. Donc, il a eu ces 3 jours, on va dire, d'enracinement dans la terre. Ces 3 jours d'enracinement dans la terre font qu'on considère que ce blé existe déjà. Et il est autorisé à la consommation à partir du moment où le Homer est passé dessus. OK? Donc, est-ce que j'ai été suffisamment clair? Le Homer, c'est une date. C'est comme si on va dire un truc qu'il y a quelque chose qui n'est pas cachère avant telle date, et à partir de telle date, ça devient cachère. D'accord? Ça, c'est un principe qui n'existe que dans le Khadash, que dans le dinim de Khadash, donc ce qu'on va appeler la nouvelle récolte. C'est pour ça que vous pouvez voir, ensuite on parlera un peu plus de ça, sur les paquets de gâteaux, c'est écrit Naase Mikemach Yashan. Ça a été fait avec de l'ancienne farine qui permet de préciser qu'il n'y a pas de problème de Khadash. Donc le Khadash, ça veut dire qu'on a du blé qui est nouveau, qui n'a pas eu le Homer qui est passé dessus. Ce din de Homer, je vais vous le dire tout de suite, donc ce din de Khadash,
c'est ce qu'on va appeler le Isur Khadash, l'interdiction de manger du Khadash. C'est une interdiction qui, aujourd'hui, on va dire, est extrêmement controversée. C'est-à-dire, est-ce que c'est une interdiction qui s'applique aujourd'hui ou pas? C'est une grande discussion depuis des siècles. Il y a une grande discussion là-dessus. Il y a des très grands rabbinim qui ont fait exprès de manger de la nouvelle récolte sans avoir attendu le Homer pour montrer que ça ne s'appliquait pas. Il y a d'autres qui ont dit qu'il fallait quand même attendre. Le Gaon de Vilna, il dit qu'il fallait attendre, mais quand même, il a trouvé quand même, il a trouvé des coulottes, mais quand même, il a dit qu'il fallait attendre. L'Admoura Zaken dans le Shulchan Aruch, arabe, dans Siman Taf Petet, il ramène ce qu'on appelle un imut srout, donc une façon pas de cautionner, mais d'excuser ceux qui ne font pas attention à cette interdiction de Homer, considérant que c'est une interdiction qui n'a été faite à la base que en Israël. Déjà, ça c'est une machloket. Est-ce que ça a été fait que pour Israël ou même si c'est en Chutz Laaretz? Ensuite, est-ce que ça s'applique uniquement sur des terres qui appartiennent à un juif, mais une terre qui n'appartiendrait pas à un juif? Alors à ce moment-là, le din de Homer, le din de Khadash ne s'appliquerait pas. Il y a plusieurs paramètres qui rentrent là-dessus. Dans les faits, on va dire comme ça, dans les faits, on a aujourd'hui deux écoles. On a ceux qui considèrent que le din de Khadash, c'est un din c'est un issour sur lequel il faut faire attention. Et il y a d'autres qui considèrent qu'il ne faut pas faire attention là-dessus. D'accord? C'est très intéressant d'avoir, d'ailleurs c'est peut-être la seule halakha où on a une controverse et on a des gens qui sont très religieux. C'est-à-dire que ce n'est pas une discussion entre des rabbinim qui sont cool et des rabbinim qui ne sont pas cool. Non, ça n'a rien à voir avec cool ou pas cool. Il y a des rabbinim, très grands rabbinim aujourd'hui, qui pensent que le din de Khadash, par exemple, ils disent c'est n'importe quoi. Ils disent qu'aujourd'hui ça n'existe pas. Et il y a d'autres qui disent pas du tout, ça existe. D'accord? Bon. Alors maintenant, comment on fait nous? Qu'est-ce que nous on fait? Alors là, je vais passer à la deuxième partie du cours. On va dire halakha lemaaseh. Halakha lemaaseh dans l'action. Dans l'action, on va dire, je vais vous parler en tant que professionnel de kashrut. Le professionnel de kashrut vous dit que le din de Khadash, pendant très longtemps, ça n'a pas été un din sur lequel les agences de kashrut, donc les rabbinim, faisaient attention. Je vous le dis tout à fait honnêtement. En tout cas, très peu on fait attention à ça. Quand je dis pendant longtemps, c'est-à-dire il y a des décennies. Mais dernièrement, ça fait à peu près, peut-être 15-20 ans, que quand les agences de kashrut ont commencé à lever un peu le niveau de leur organisation, non pas de leurs critères de kashrut, mais de leur organisation, comment est-ce que la kashrut doit fonctionner de façon très professionnelle, etc. Alors, ils se sont organisés un peu différemment, ils ont trouvé un consensus qu'il fallait en effet faire attention au dinim de Khadash, au Issour Khadash, parce que même si dans l'ensemble, on a plein de gens qui ne font pas attention au Issour de Khadash, c'est vrai, mais quand même, c'est un Issour qui existe dans la Torah et dans le Shulchan Aruch, et qu'il y a plein de gens pour qui c'est important. Et donc, si on veut, on va être pragmatique. Si on veut que tout le monde puisse manger de nos produits qui sont certifiés par notre agence de kashrut, alors il faut qu'on puisse garantir comme quoi les produits n'ont pas de recherche, n'ont pas de risque de Khadash. D'accord? Quand demain vous allez acheter un paquet de gâteaux, vous voulez être sûr que la farine avec laquelle on a fabriqué ce paquet de gâteaux n'est pas une farine qui provient de Khadash. D'accord? Ce n'est pas de la farine nouvelle. Alors pour ça, on a mis des programmes pour tracer la farine. Donc, je vais vous expliquer comment. Alors d'abord, il faut bien comprendre une chose, et ça même le Shulchan Aruch qui le ramène. C'est que dans les pays froids, on a plus de problèmes de Khadash que dans les pays tempérés. Je m'explique.
La farine, le blé, les céréales se plantent quand la terre, on va dire, chez nous, par exemple, c'est au printemps qu'on commence à planter. Et la moisson va être en juillet, août, septembre, ça va être la moisson. D'accord? Ou début de l'été, ou pendant l'été. Je me rappelle l'année dernière, j'avais fait de la moisson pour les farines de Pessard. Donc, c'était pendant l'été. D'accord? Donc, on plante en fin d'hiver, d'accord? Fin d'hiver, début automne, et c'est plutôt fin d'hiver, quand la terre commence déjà à être un peu moins dure par l'hiver. Et ensuite, on va récolter, on va récolter à peu près 4, 5, 6 mois après. Il est évident que cette farine-là, par exemple, vous prenez le blé en Alsace. Le blé en Alsace, il a été planté il y a longtemps, bien avant Pessard. Bien avant Pessard. Donc, le blé que nous, on va récolter en juillet, il y a déjà eu le homer qui est passé dessus, parce qu'on a dit qu'il faut qu'il y ait minimum 3 jours de plantaison. Je ne sais pas si on dit comme ça d'ailleurs. Il faut qu'il y ait 3 jours de plantation, avant Pessah, 2 jours avant. Et donc, ça c'est évident, c'est sûr que dans notre région ici, le blé qui va pousser en fin d'année, pendant l'été, ça va être un blé où il y a déjà le homer qui est passé dessus. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de Issour Hadash. C'est ce qu'on appelle de la farine Yashan, c'est de la farine ancienne. OK? Le problème, il est pour les pays froids. Je donne un exemple, le Canada. Le blé canadien, c'est un blé d'été. Chez nous, par exemple, quand on a un blé, chez nous, on dit que c'est un blé d'hiver. Un blé d'hiver, donc c'est le blé d'hiver, de la saison de l'hiver, qu'on consomme. Le blé qui est chez nous en Europe, on va dire l'Europe que nous on connaît. D'accord? Par contre, quand vous allez au Canada, le Canada, c'est un pays qui est tellement froid pendant l'hiver. Moi, j'ai mon frère qui est à Montréal. Je peux vous dire que pendant Pessah, il avait encore de la neige. Donc, on ne peut pas planter. À quel moment on va commencer à planter le blé au Canada? D'ailleurs, c'est un pays très agricole, le Canada. C'est beaucoup plus tard. C'est maintenant la saison où on commence à planter. Donc, ça veut dire que Pessah est déjà passé depuis longtemps. Donc, le blé qui va pousser, c'est un blé qu'on va récolter certainement en novembre, décembre. D'accord? Ou fin septembre ou novembre. OK? Beaucoup plus tard, on est décalé de 3 mois. Il y a un laps de temps où ce blé, il va être interdit à cause du Issour Hadash. Donc, admettons qu'on va le planter, on est quel mois là? On est en juin, bientôt, en 1er juin. Voilà. Donc, admettons qu'on a commencé à le planter en mai, avril-mai, puisque c'est là où la terre commence un petit peu à se réchauffer. Donc, il va falloir encore compter à peu près 6 mois ou quelque chose comme ça. On va le récolter en novembre, octobre-novembre. Donc, de octobre-novembre jusqu'à Pessah de l'année prochaine, ce blé, il est interdit, puisqu'il y a le Issour Hadash. Vous prenez par exemple un autre blé. Vous prenez le blé qui vient de Pologne. La Pologne, c'est un pays froid. Ou le blé d'Ukraine. L'Ukraine qui a été considérée pendant longtemps comme étant la grange de l'Europe. L'Ukraine, ils vont planter tard. Alors à ce moment-là, comment on fait pour gérer? Alors je vais vous expliquer comment on fait pour gérer. D'ailleurs, à chaque fois, on a des façons différentes de gérer. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quel est le défi? Quel est notre objectif? Notre objectif est que le blé qui va venir, par exemple, du Canada, ce blé du Canada, d'ailleurs, il est de différentes qualités, etc. C'est pour ça que parfois en Europe, ici, on utilise du blé canadien. Pour nous, c'est important que le blé ne soit pas mis à la consommation avant Pessah de l'année prochaine. Vous avez compris? Donc, le blé canadien qu'on plante en ce moment, qu'on va récolter, admettons, après Sukkot, alors, il est interdit de Sukkot à Pessah de l'année prochaine. Le Sukkot à Pessah de l'année prochaine, il devient kasher. D'accord? Puisqu'il devient Yashan, puisqu'il y a Pessah qui est arrivé. Donc, l'objectif, c'est quoi?
c'est que entre Pessah, entre Sukkot et Pessah de l'année prochaine, Salut les gens. Pourquoi on parle comme ça là? il ne puisse pas, l'objectif, c'est qu'on ne puisse pas le consommer entre Sukkot et Pessah. Alors, je vais vous expliquer comment on fait. On a plusieurs façons de gérer ça. La première façon, on va dire la façon la plus simple, c'est de gérer de façon pragmatique. Admettons ici, on va parler du Grand Moulin de Strasbourg, d'accord, qui s'appelle aujourd'hui Moulin Advance. Prenons une hypothèse qui va récupérer du blé canadien pour le mettre pour l'emballer. Bon, quel est le laps de temps entre le moment où on va récolter le blé au Canada et le moment où le blé va se retrouver en silo pour ensuite être moulu et se retrouver en farine? Combien de temps déjà il faut? Donc, on va calculer le temps qu'il faut de façon tout à fait pragmatique. On va prendre les bons de livraison et on va s'assurer que on va regarder le temps qu'il faut en général. Qu'est-ce qu'on me dit? Attendez, excusez-moi. Oui, il faut. Voilà, c'est fait. Désolé, petit truc. Merci. Merci pour le message. Donc, on va calculer le temps qu'il faut entre le moment où on va couper le blé au Canada, la livraison à Strasbourg, ici au port au pétrole, et ensuite le temps qu'il faut pour qu'il devienne en farine. Et on va calculer le risque. On va calculer le risque. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un vrai risque que chez vous, à la maison, vous ayez de la farine Hadash sans que vous le sachiez? C'est possible. Alors, si c'est possible, alors, donc, comme je vous ai dit, on va calculer le risque. D'abord, on va calculer le risque de façon tout à fait pragmatique, comme on a dit, en calculant le temps jusqu'à ce que ça puisse se retrouver chez vous à la maison. Si on arrive à la conclusion que le risque est présent et réel, alors on va faire un système qui peut être variable en fonction des situations. Et je vais vous expliquer tout simplement. On a certifié une usine, pas en France, où, je ne peux pas vous dire quel pays, mais parce que, voilà, on m'a demandé de ne pas le dire, mais dans un pays, je ne vais rien dire, allez, dans un pays qui ne fait pas partie de l'Europe, et dans ce pays-là, ils reçoivent du blé. Et le problème, c'est qu'ils cultivent eux-mêmes aussi dans ce pays-là leur propre blé. Mais en dehors de ça, ils reçoivent du blé du Canada. Le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à avoir de traçabilité du blé canadien pour une raison simple. Comme je vous ai dit, le blé canadien, on a un problème de Hadash. Donc, jusqu'à Pessah, on a un problème. Mais on n'arrive pas à savoir le temps. C'est-à-dire que du fait que le blé est sous contrôle d'État, c'est l'État qui livre le blé. Donc l'État dit, voilà, on sait que l'origine du blé, c'est ukrainien, canadien, etc. Mais on n'a pas la possibilité de connaître les dates où on a récolté le blé. Le temps de transport, on ne le connaît pas. Voilà. Donc on a très peu d'informations. Alors, je vais vous expliquer un principe déjà tout simple, qui est, on va dire, de pure logique. À partir du moment où Pessah arrive, nous, en tant qu'agence de certification, on n'a pas de problème à se poser pour savoir si tout le blé présent dans cette usine, est-ce qu'il est cachère ou pas. On n'a pas de problème, puisque Pessah est arrivé. Pessah, c'est comme si, on va dire, Pessah arrive et il cachérise tout. Donc, moi, je n'ai pas de problème. Donc, tout ce qui est, donc on va dire comme ça, tout ce qui arrive, tout ce qui existe dans l'entrepôt de cette minoterie à l'heure de Pessah, alors on va considérer, alors de toute façon, ça devient Yachan, donc ça devient Kacher à partir de Pessah. Ensuite, on va faire quelque chose de tout à fait logique.
on va se donner un laps de temps, on va dire étriqué, mais qui correspond au maximum du temps logique en prenant le moins de risques. C'est-à-dire que tout le blé qui va rentrer dans cette usine, admettons, pendant encore 2 mois après Pessah, ok, tout ce blé-là, il va être cachère. D'accord? Alors, je vous explique un truc. Dans les agences de certification, on reçoit chaque année un tableau récapitulatif, un peu avant Pessah, où on nous donne justement des dates pour toutes les origines de blé. Par exemple, cette année, on a reçu dans notre tableau que tout le blé en provenance du Canada est cachère sans problème de Hadash à partir de Pessah jusqu'à, si ma mémoire est bonne, jusqu'en début septembre. Donc, tout le blé, donc c'est-à-dire qu'à partir de Pessah jusqu'en début septembre, on n'a aucun problème de Hadash sur toute la ligne, puisque de toute façon, c'est impossible qu'on ait encore du nouveau blé qui soit arrivé, qu'il n'ait pas été planté à l'heure où Pessah est là. D'accord? Donc, ça, ce n'est pas possible. Donc, de ce fait, on sait que c'est bon. On va avoir un problème quand va arriver la fin de cette date-là, on va dire 1er septembre, et qu'au 1er septembre, ils vont recevoir une nouvelle livraison de blé. Alors, à ce moment-là, si on sait que dans cette livraison de blé, il y a du blé canadien, alors on va suspendre la certification de ce blé jusqu'à Pessah, et à Pessah, on va le rendre cachère. OK? L'impact économique, on va dire, de cette mise en place n'est pas si grave que ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que prenez une minoterie. Une minoterie, ils ont une gestion de stock. Et par exemple, quand ils vont fabriquer de la farine, toute la farine qu'ils ont, ils ont un flux. Donc, ils peuvent gérer ça par rapport au flux et par rapport à leurs clients qui leur demandent du cachère. Ensuite, on a aussi une autre chose qui est très importante. C'est que si cette minoterie, elle transforme elle-même son blé. Par exemple, imaginez que ce soit une minoterie qui va faire du couscous ou qui va faire des pâtes. Alors, à ce moment-là, la DLC, on va dire la date de limite de consommation des pâtes, elle est très longue. Elle peut être 1 an, 2 ans. Donc, eux, ils peuvent gérer, on va dire, ce trou de certification cachère de la farine pour le mettre sur des produits où la DLC, elle va être plus longue. Comme ça, comme en plus, ils ont des flux, ils travaillent avec des stocks, ils peuvent mettre en stock ce produit qui est Hadash pour faire en sorte que quand Pessah va arriver, à ce moment-là, ils vont le libérer ou ils vont libérer ce stock une semaine ou 2 semaines avant Pessah. D'accord? On jongle avec des dates. Mais on va dire, ça a l'air compliqué en théorie. C'est vrai que parfois, quand je suis avec un client et que je lui explique le principe du Hadash, il ne comprend pas vraiment ce que ça veut dire. D'ailleurs, on lui explique qu'il ne faut pas chercher à comprendre que c'est juste comme ça que c'est un problème de date. Mais en tout cas, il y a une chose qui est simple, c'est qu'il y a la date qui cachérise le blé. Et qu'en réalité, cette problématique n'existe que sur certains pays, c'est-à-dire des pays froids, très froids. Mais des pays tempérés comme les nôtres, on n'a pas ce problème de Hadash. Voilà. Je vous ai expliqué la deuxième partie qui était la partie, on va dire, pratique de cette halakha de Hadash et comment ça se gère dans notre agence de cache-route. Si vous avez une question avant qu'on passe à la suite, je veux bien prendre votre question. C'était quoi avec le blé? Pardon? C'était quoi avec la farine? Couper le blé, la farine? Oui. Je n'ai pas compris qu'est-ce que vous avez dit à propos de ça. Vous êtes arrivé à la fin, cher monsieur. Vous êtes arrivé à la fin. Donc, ce que j'ai expliqué, c'est le dîme de Hadash. Comment est-ce qu'il y a un issour de la nouvelle farine, de nouveau blé qui arrive quand il n'a pas passé le jour de Pessah, puisque c'est le jour de Pessah qui permet de la nouvelle récolte. Et comment est-ce qu'on gère ça au niveau pratique aujourd'hui dans la cache-route, au niveau des minoteries à qui on donne une certification cachère. Voilà. Intéressant. Est-ce que la farine est cachère ou... Alors là, c'est une autre question que vous posez. Est-ce que la farine est cachère? Oui, en général, toutes les farines sont cachères, sauf des farines où il y a certains additifs qui sont un peu compliqués, mais en général, 99% des farines que vous pouvez trouver sur le marché sont cachères.
OK. Et le TC55, est-ce que ça veut dire que 45% de le blé était enlevé? Alors, ça c'est autre chose. Ça alors je suis pas un pro des farines, je suis pas meunier, mais le chiffre 45 ou 55, c'est pas le pourcentage de blé que vous avez dans la farine, mais c'est le taux de raffinerie et l'intensité par rapport à la qualité du blé que vous avez. C'est une qualité, mais ce n'est pas le taux de farine. En général, vous pouvez avoir des farines qui sont pures et que c'est des T55 ou T45 ou T65. Je crois d'ailleurs pour la pâtisserie, c'est bien le T65. Bien. On va passer à l'étape suivante. On va passer à l'étape suivante qui est la question de Mahashava, c'est-à-dire la question de Mahashava qui est quel est ce principe de Homer? Alors, la première chose qu'il faut savoir, il y a une chose très intéressante, c'est que le Homer, nous, quand on appelle ça le Homer, c'est-à-dire le Homer, c'est un korban. OK? Mais on se rend compte qu'en réalité, le Homer, c'est plus qu'un korban, puisque c'est plus qu'une offrande. Le Homer, on voit bien hein, qu'on compte le Homer. On fait Sfirat HaHomer. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi est-ce que le calcul qu'on fait entre Pessah et Shavuot, pourquoi on ne dit pas Sfirat à Matan Torah, Sfirat à Shavuot, Sfirat à la limite, la Sfirat du Pessah ou la Sfirat de Yetziat Mitzrayim, j'en sais rien, qu'on trouve, puisque de toute façon on est en train de compter les jours entre Pessah et Shavuot, pourquoi est-ce que ce compte-là s'appelle la Sfira du Homer, qui est un korban, qui a priori n'a rien à voir avec nous, parce que c'est vrai que c'est un korban qui nous permet de manger des céréales, mais c'est un korban c'est un sacrifice qui est amené au Beth Amikdash, donc c'est un sacrifice. Pourquoi est-ce que le compte du Homer se réfère, pourquoi la Sfira se réfère au Homer et ne se réfère pas à autre chose, se réfère pas à la fête que on vient de passer, qui était à l'époque, qui était Pessah. Alors, la réponse à ça, elle est, enfin, une des réponses, quand je dis la réponse, c'est toujours une des réponses, comme tout le monde sait dans la Torah, il n'y a pas une réponse, il y a plusieurs réponses, mais c'est une perspective de réponse. La réponse à ça, elle est, on va dire, assez profonde, dans le sens où le moment de la sortie d'Égypte et le moment du don de la Torah, ce sont deux points, et entre les deux, il y a une transition. Et cette transition se fait en 49 jours. Mais cette transition, elle consiste en quoi? Quel est le principe de la transition entre Pessah et Shavuot? Alors, cette transition, elle nous permet de passer, comme tout le monde le sait, de l'étape d'esclave en Égypte à l'étape d'homme libre capable de recevoir la Torah. En quoi consiste cette transformation qui est celle de l'esclave et celle de l'homme libre capable de recevoir la Torah? Cette transformation se fait par un élément majeur. C'est que tout le monde sait que quand on était en Égypte, on était ce qu'on appelle dans 49 degrés de Touma, dans 49 degrés d'impureté. C'est-à-dire que l'esclavage en Égypte a atteint nos niveaux spirituels. L'objectif de la sortie d'Égypte, ce n'est pas uniquement d'être libre et de faire ce qu'on veut. L'objectif, c'est de pouvoir se purifier, de s'élever de niveau de jour en jour jusqu'à ce qu'on puisse être capable de recevoir la Torah. Et donc, c'est pour ça qu'il y a 49 jours. Car 49 jours, c'est ce qui nous permet de transformer chaque jour un niveau qui était mauvais en le transformant dans le bien. Donc, les 49 degrés d'impureté spirituelle en 49 degrés de pureté spirituelle qui se font en 49 jours. Tel est l'objectif de ce voyage de 49 jours entre Pessah et Shavuot. Ce voyage se distingue par un élément. C'est que
l'offrande qu'on apportait du Homer, cette offrande était une offrande qu'on appelle d'orge. C'était de l'orge, ce n'était pas du blé. Maintenant, si vous regardez l'offrande qu'on apportait à Shavuot, il y a une offrande spéciale qui était ce qu'on appelle les jetés alechem, 2 pains. Or, vous savez que une des caractéristiques du Beth Amikdash, c'était que c'était kasher les Pessar toute l'année. J'entends par là que toute l'année, il était interdit de faire rentrer du Chametz au Beth Amikdash. D'accord? C'était Pessar toute l'année. Quand la Torah nous dit vous apporterez des pains, ou quand on voit dans la Torah qu'il y a 12 pains de proposition, etc., sur le Shulchan, en réalité, c'était des pains qui étaient faits de matzot. Pas aussi fines que celles que nous connaissons aujourd'hui, mais c'était des pains qui n'avaient pas gonflé. Donc, c'était des pains de catégorie matzah, des pains de matzah. Le seul moment dans l'année où la Torah nous demande d'apporter un pain chametz, c'est à Shavuot. Les 2 pains qu'on apportait à Shavuot. Et c'était 2 pains de blé. Donc, si on résume, il y a 2 éléments qui se rejoignent, qui sont convergents. C'est que le sacrifice du Homer, c'était de l'orge, évidemment, qui n'était pas chametz, qui était matzah. Et le sacrifice à la fin du parcours, qui était le sacrifice de de Shavuot, ce sacrifice-là était un sacrifice chametz et de blé. Quelle est la différence entre l'orge et le blé déjà, la base? Quand dans la Torah, on dit qu'il faut apporter un sacrifice d'orge, c'est souvent parce qu'il y a un objectif de mettre le point sur un caractère négatif qui est en nous et qu'on va assimiler à un caractère animal. Pourquoi? Parce que l'orge, c'est ce qu'on appelle ma'achal behema, la nourriture d'un animal. Le blé, par contre, c'est ce qu'on appelle ma'achal adam, c'est la nourriture de l'homme. Par exemple, si vous regardez dans la Torah que la femme, la sota, qui devait amener un korban, qui devait amener de la farine, elle a amené de l'orge. Ok? Et la Gemara a dit pourquoi elle a amené de l'orge? Parce qu'elle a fait ma'aseh behema, elle s'est comportée, elle a laissé son côté animal se développer, et c'est ce qui a poussé son comportement. Alors, de la même façon, elle apporte un sacrifice de la nourriture d'un animal. Donc, vous comprenez que quand nous, on sort d'Égypte et qu'on doit amener à ce moment-là un sacrifice, ce sacrifice-là est assimilé à notre côté animal de notre caractère. Et donc, on doit l'amener avec de l'orge, qui va être ma'achal behema, qui est considéré comme étant assimilé à la nourriture d'un animal. Et de ce fait, il fallait que Pardon, excusez-moi, j'ai juste un petit souci. Voilà. Et de ce fait, il fallait qu'il soit symbolisé également par le fait qu'il est d'un matzah. Pourquoi? Parce que quelle est la différence entre le chametz et la matzah? Le chametz et la matzah, c'est aussi l'idée que tout le monde sait que la matzah, c'est plat. Le chametz, c'est gonflé. Le chametz, ça représente la personnalité. Parfois, on assimile ça à la gava, à l'orgueil, etc. Alors que le chametz, c'est plutôt alors que la matzah, pardon, c'est surtout l'idée qu'on est plat, qu'on est humble, qu'on ne se met pas en avant, etc. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand une personne, elle démarre son processus de raffinement spirituel, alors il faut qu'elle sacrifie son côté béhéma, son animal, qui est symbolisé ici par l'orge, et qu'elle l'amène avec un bitoul, c'est-à-dire avec cette idée
de soumission, d'humilité, d'annulation, c'est qu'une personne, elle se la ramène pas. D'accord? Donc, ça, c'est le début du processus. C'est la base du processus, mais ça commence par ça. Alors que à Shavuot, on indique qu'on est arrivé au bout. C'est-à-dire la personne, elle arrive dans son côté le plus raffiné de sa personnalité. Alors à ce moment-là, elle apporte un sacrifice qui va être déjà celui qui va être considéré comme Ma'achal Adam, qui est du blé, la nourriture d'un homme. Et en même temps, ça, on lui permet d'apporter du chametz, c'est-à-dire ça lui permet comme une forme d'arriver, c'est-à-dire qu'il a réussi lui-même à non pas à achever, mais à réussir son processus. Donc, il peut mettre sa personnalité en avant. Puis, il y a, comme le Shulchan Aruch nous a dit, et qu'on l'a vu dans le Sefer HaChinuch, l'idée que à chaque fois qu'il y a un début de processus, à chaque fois quelque chose de nouveau, alors la première chose, quand il y a quelque chose de nouveau, le risque, c'est évidemment oui, il y a toujours comment dirais-je, il y a toujours l'attrait vous connaissez ce phénomène de quelque chose de nouveau. Allez, vous avez un nouveau téléphone qui sort, nouvelle attraction, il y a toujours d'accord, il y a un nouveau truc. Bien. La nature fait qu'on a besoin de ces nouvelles choses pour stimuler notre curiosité. D'accord? D'ailleurs, la publicité, elle ne se gêne pas pour nous vendre quelque chose de nouveau, comme si le nouveau était forcément meilleur que l'ancien. D'accord? Et que si vous avez quelque chose d'ancien, c'est que vous n'êtes plus du tout en phase avec votre époque parce que vous n'avez pas le truc nouveau. Bon. Ça fait partie, on va dire, de notre processus moderne. Alors, pour autant, la question, elle se pose. Est-ce que tout ce qui est nouveau, c'est interdit? Ou alors le nouveau n'est pas interdit? Quelle est la vision de la Torah par rapport à cette chose nouvelle? Est-ce que la Torah nous dit c'est nouveau, donc tu n'as pas le droit? Ou la Torah, elle te dit tu as le droit? Alors la Torah, en vérité, elle ne va pas te dire ni tu as le droit, ni tu n'as pas le droit. La Torah, elle va nous donner un processus, comment faire en sorte que la nouvelle chose soit autorisée et soit positive. Elle va nous dire comme ça. Si la nouvelle chose, le début de la nouvelle chose, le Réchit Aresotechem, c'est-à-dire comme on dit aussi quand la mitzvah de Chala, le début de ta Chala, si le début de la récolte, tu es capable d'en faire une offrande pour Dieu, alors à ce moment-là, ça te permet ensuite de l'utiliser. C'est ça la clé. La clé de l'utilisation de quelque chose de nouveau. Vous voyez, c'est comme la question qu'on pourrait se poser sur… alors évidemment, la question elle se pose beaucoup moins aujourd'hui que les gens sont loin et confinés, etc. Alors évidemment, on se déconfine et avant qu'on puisse faire des cours de vivre en vrai, ça va prendre encore beaucoup de temps. Mais peu importe, la question elle s'est toujours posée. Qu'est-ce que la Torah pense des nouvelles technologies? Est-ce que la Torah elle pense que c'est quelque chose de positif, c'est négatif? Est-ce qu'il faut l'utiliser ou alors le bannir? Il y a plein de gens qui pensent qu'il y a certaines choses qu'il ne faut surtout pas toucher parce que ça devient interdit, ça peut être un danger. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de danger. Je suis en train de dire que la clé justement qui nous permet d'utiliser quelque chose de nouveau de façon bien et positive, c'est est-ce qu'on est capable d'en faire une offrande? Est-ce qu'on peut en faire un korban? Est-ce qu'il y a on va dire, ce moment où quand on démarre, on se dit, voilà, maintenant je vais faire quelque chose de bien avec ça. Alors, si on y arrive, alors ensuite, ça nous permet pour la suite, en tout cas, ça nous trace la voie pour positiver cette chose nouvelle. Et si on n'y arrive pas, eh bien, la chose nouvelle reste interdite. Une très belle phrase du Khatam Sofer qui disait, Chadash asur mina Torah, le Chadash est interdit d'après la Torah, donc ça veut dire que les choses nouvelles sont interdites. La question, c'est de savoir comment est-ce qu'on définit cette chose nouvelle. Est-ce que cette chose nouvelle, on a réussi à la rendre permise par cette utilisation, par cette offrande au Beth Amikdash ou pas?
Voilà, donc pour résumer, on a parlé de l'aspect halachique de l'interdiction de manger du khadash. On a parlé de son traitement pratique dans les agences de cacheroute et on a parlé de l'aspect philosophique de cette mitzvah de khadash. D'ailleurs, je n'ai pas répondu à la question pourquoi est-ce que ça s'appelle Surata Omer, parce que justement, le Omer, comme c'est l'offrande qui en réalité va être le premier sacrifice que la personne va faire en offrant son aspect animal pour le transformer, eh bien, c'est par rapport à ce processus qu'on compte les jours qui séparent Pessah et Shavuot. Parce que c'est le début, justement, le Homer, c'est le début du raffinement de notre personnalité. Quand on prend cette parcelle d'orge qu'on va amener au Beth Amikdash, on est en train de dire que voilà, on est prêt à raffiner notre personnalité qui s'appelle la BMA. Notre BMA, on va la raffiner. Et donc, c'est ce qui permet ensuite de continuer et de poursuivre ce raffinement jour après jour jusqu'à Shavuot. Voilà, mes chers amis. J'ai pas terminé parce qu'on n'a jamais terminé. Mais si vous avez des questions, allez-y. Je vous remets vos micros. Voilà. Vous pouvez activer. Vous pouvez tous activer votre micro en appuyant sur le bouton. Donc, si vous le faites et vous posez une question, bah, vous êtes le bienvenu. Pas de questions? Pas de questions, monsieur? Oui, pardon. Vous avez mentionné le Shulchan Aruch. Oui. Et c'est dans le Shulchan Aruch, il dit que si on fait des prières et on ne sait pas ce que nous disons, c'est comme un oiseau qui juste fait des bruits. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ah. Vous me posez une question qui est hors sujet. Pardon? Oui, c'est hors sujet. C'est une bonne question. La question, c'est de savoir si une personne lit sans savoir qu'elle est en train de prier, ou alors si c'est une personne qui lit en sachant qu'elle est en train de prier, mais qu'elle ne comprend pas tous les mots qu'elle dit. Ce n'est pas la même chose. Vous avez compris? Oui, s'il ne comprend pas tous les mots. Ce n'est pas très grave. Mais il faut comprendre l'idée. Il faut savoir au moins qu'on est en train de prier. Alors, je me demande dans quel pays vous êtes pour être encore avec les téphilines? À Canada. Ah, vous êtes au Canada. Ah, d'accord. Donc, ouais, c'est presque l'heure de la prière chez vous. Oui, c'est tard. Mais... Très bien. Où vous êtes au Canada? Parce que j'ai mon frère au Canada. À Montréal. Ah, j'ai mon frère à Montréal. Quand? Il est de l'autre côté du pont. OK. Oui, j'étais à Paris, mais j'espère d'aller là pour septembre. Ah. Oui. Très bien. Est-ce que ça va retourner ou non, les synagogues? Le quoi? La synagogue? Oui. Bien sûr. Pour septembre? Oui. OK. Allez, Alors, oui. Alors, j'espère que je vais être capable pour retourner au synagogue cette année. Vous allez voir, vous allez voir. Ça va être plus facile que ce que vous pensez. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée au Canada. À très bientôt. Et à la semaine prochaine, si Dieu veut.